Alors cette vidéo, c'est la rediffusion dans le live que j'avais organisé sur LinkedIn. Vous allez voir qu'on va rentrer en profondeur dans le cycle des immobilisations. Et puis surtout l'avantage, c'est que vous allez avoir un peu une séance aussi de questions-réponses qui vous permettra un peu d'avoir des explications sur des questions que vous allez peut-être vous poser en regardant ces images. Bon visionnage. Déjà, j'aimerais préciser un petit point, c'est que là, c'est un cycle junior qu'on peut confier à un junior 1 ou un junior 2, mais c'est un cycle junior, mais qui fait partie des cycles les plus difficiles qu'on donne à des juniors. C'est pas le cash, c'est pas les capitaux propres, c'est un peu plus compliqué. Quelles sont la distinction entre les immobilisations et les charges? Premier critère, durée, plus de 1 an. Et second critère, le plus important, 500 euros hors taxe. Avantage économique, ça, dans la plupart du cas, c'est pas compliqué à distinguer, mais vraiment retenez plus de 1 an et plus de 500 euros hors taxe. Ce qui signifie que un même produit, en fonction de sa valeur, peut être une immobilisation et l'autre peut être une charge. Donc ça peut vraiment, c'est vraiment à apprécier au cas par cas. Et je finirai par vous rappeler que il ne faut pas non plus confondre avec les stocks. Par exemple, un iPhone, ça peut être une immobilisation si vous le donnez à vos salariés, mais si vous le vendez, c'est plus une immobilisation, c'est un stock, parce que c'est destiné à la vente, donc c'est une marchandise. Donc vous avez compris la distinction, n'hésitez pas à prendre la parole aussi, hein, c'est peut-être aussi plus pratique, la distinction entre les deux. Maintenant, il y a différents types d'immobilisation comptabilisés dans différents comptes. Les émulations corporelles, dans lesquelles on retrouve principalement, il y en a plusieurs, mais je vous donne les plus importants. Le 211, ce sont les terrains sur lesquels on construit des bâtiments, 213. Ensuite, vous avez un terme barbare qu'on appelle ITMOI, donc installation technique, matériel et outillage industriel. En fait, ce sont des machines de production. Et vous avez enfin, un peu en fourre-tout, les autres immobilisations en 218, où vous avez justement le transport, le matériel du bureau, le mobilier, etc. Ensuite, en immobilisation corporelle, on a le compte 205 qui contient plusieurs choses comme des concessions des brevets, mais principalement dans les faits, ce sont des logiciels. Tout ce qui est Sage, SAP, les logiciels comptables, souvent ce sont des licences qui sont onéreuses et que vous allez comptabiliser en immobilisation. Et enfin, parmi les comptes les plus importants, vous avez un fonds commercial. Le terme de fonds commercial, c'est un terme purement de droit comptable. Il n'a pas forcément une signification qui est tangible, mais en fait, c'est principalement la valeur des marques, de la valeur aussi de la clientèle que vous possédez pour votre business. Donc, petit rappel pour la comptabilisation d'une IMO. Vous passez votre compte de immobilisation au débit et vous passez en compte de dette fournisseur. La seule différence ici avec un achat classique, c'est un compte 404 pour dire que c'est un fournisseur d'immobilisation versus un compte 401 pour un fournisseur classique. Alors, j'aimerais vous demander quels sont les deux types pour vous de façons dont une IMO, quelles sont les deux façons dont une IMO peut perdre de sa valeur? C'est l'utilisation sur le long terme. Ok, donc ça c'est la première façon. Comment ça s'appelle du coup? L'utilisation sur le long terme? C'est l'amortissement ou l'usure. Ok. Et la deuxième façon de perdre de la valeur? S'il y a eu un problème exceptionnel, un accident, donc c'est une dépréciation. Exactement. Donc, amortissement, c'est connu, c'est régulier. On achète l'iPhone, dès le début, on sait qu'il va durer plus ou moins 5 ans. Donc en fait, s'il vaut 5 000 euros, chaque année, on va l'amortir 2 000 euros. C'est régulier, on l'utilise, on le manipule, forcément, il perd de sa valeur au fil du temps. C'est les premiers types d'amortissement, enfin de perte de valeur qu'on peut retrouver. Deuxième, c'est de manière exceptionnelle. Vous avez peut-être l'iPhone 15 dans les mains, l'iPhone 16 sort, l'iPhone 15 devient obsolète, forcément vous le dépréciez. Donc ça, c'est les deux types de dépréciation, de perte de valeur que vous avez. Et à la fin, ce que vous avez, c'est votre immobilisation nette, qui est la différence entre votre prix d'achat, le coût d'acquisition pour être plus précis, et les deux types de perte de valeur. J'aime bien toujours revenir un peu à un exemple de la vie réelle. Donc si on revient sur le cas de Tesla, dans les états financiers, on présente ça comme ça, brut, amortissement, dépréciation et net, et vous avez des différences importantes entre les deux. Par exemple, là, on a du brut qui fait 87 millions et un net qui fait 58 millions. Donc, comptablement, classique, 681 au débit, pas besoin de retenir tout, mais au moins vous connaissez, et 280 ou 291 au crédit. Attention aussi au prorata, en fonction de la date à laquelle vous mettez en
en utilisation le bien, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une immobilisation, on peut la comptabiliser à partir du moment où on commence à l'utiliser. Vous allez voir que c'est une distinction qui est importante, puisque justement, on va parler un peu des immobilisations en cours. Les immobilisations en cours, et c'est ça qui fait que c'est un cycle qui peut être plus compliqué que les autres, c'est une immobilisation justement qui n'est pas encore mise en service. Vous développez une immobilisation, vous construisez une immobilisation, vous faites des travaux par exemple, par contre au 31-12, vos travaux ne sont pas terminés, donc vous n'avez pas encore le fait générateur qui est parvenu. Donc vous ne pouvez pas encore théoriquement comptabiliser vos travaux dans le compte 213. Donc pour pallier à ça, en comptabilité, on passe l'écriture dans le compte des immobilisations en cours, qui est un compte 231. Il y a deux types d'immobilisation en cours. La moins courante, c'est ce qu'on appelle une livraison à soi-même. C'est-à-dire, c'est vous développez vous-même une immobilisation pour vos propres besoins. Vous êtes Tesla, vous avez besoin de donner des voitures à vos salariés, vous n'allez pas acheter des Ford, vous allez développer vos propres Tesla, par contre vous n'allez pas les vendre, ce ne sont pas des stocks cette fois-ci, ce sont des voitures qui vont être utilisées par les salariés. Donc ça, ce sont les livraisons à soi-même comptabilisées en compte 231 et 232 en fonction de corpo ou non corpo. Okay. Donc, deuxième cas, ce sont les livraisons par des tiers. Donc là, ce sont dans 95% des cas que vous allez retrouver, ce sont des travaux qui sont effectués par des prestataires qui ne sont pas finis à la clôture et qui sont comptabilisés. Donc 237, encore une fois, c'est pour la partie incorpo et 238, c'est pour la partie corporelle. Ici, en termes de mécanisme, il y a deux façons, il y a deux écritures plus ou moins à constater. Première écriture, c'est au 31-12, si c'est une livraison à soi-même, ou au cours de l'année, si c'est par des tiers, vous comptabilisez l'IMO en cours. Ensuite, en N+1, quand l'immobilisation en cours est finalisée, vous devez l'activer. Donc le terme de activation, ça signifie passage d'une IMO en cours vers une immobilisation classique, parce que la livraison est effectuée, donc vous devez l'activer, vous devez contrepasser l'écriture pour constater la vraie immobilisation. Donc comptablement, le premier cas, donc livraison à soi-même, l'écriture ressemble à ça. Vous comptabilisez au 31-12 l'immobilisation en cours, et en fait le compte 722 c'est particulier, c'est parce que quand vous produisez votre Tesla pour vous-même, tout au long de l'année, vous allez comptabiliser des charges. Maintenant, ces charges, vous décidez de les annuler. Au lieu de contrepasser ces charges au crédit, on préfère, pour plus de lisibilité dans les comptes, annuler ces charges par un compte 722 qu'on appelle production immobilisée. Donc ça, c'est vraiment dans le 722 au 31-12, c'est vraiment l'ensemble des charges, l'ensemble du coût de l'immobilisation à la date de clôture. Première étape, c'est fait. Maintenant, en N+1, c'est l'écriture la plus facile. L'immobilisation est livrée, la Tesla est finalisée. Donc vous annulez le compte 231 qui était précédemment au débit, vous le passez au crédit et en contrepartie, vous constatez le compte d'immobilisation classique. J'ai une question. Ouais. Est-ce qu'on pourra recevoir ce fichier PDF ou pas? Alors, pour vous qui regardez cette vidéo, j'ai fait encore mieux que de vous exporter ces slides, puisque je vous ai préparé un guide hyper détaillé des immobilisations avec tous les mécanismes comptables, toutes les procédures d'audit et tous mes conseils un peu de senior pour prendre de l'avance sur votre grade. La vidéo que vous regardez, c'est un simple module finalement de la Junior Academy, qui est le programme que je vous propose si vous souhaitez maîtriser les 6 cycles de junior pour prendre de l'avance sur votre grade en cabinet, mais aussi pour réussir vos entretiens. Donc, livraison à soi-même, vous avez compris le mécanisme. Pour les tiers, c'est encore plus facile, parce qu'on n'a même pas le mécanisme du compte 722. Pour les tiers, vous comptabilisez, en fait, ce sont des immobilisations en cours qui prennent la forme d'avance et d'acompte. Donc, par exemple, vous faites des travaux, ils sont finis à 80% 31-12, du coup, vous payez 80% de leur valeur.
Donc en fait, ce sont simplement des avances que vous comptabilisez en compte 237, 238 en contrepartie du 404. Et même mécanisme que pour la LASM, livraison à soi-même, à l'activation, vous annulez le compte 237, 238 pour constater l'immobilisation brute en tant que telle. Je voulais une précision. L'activation pour la livraison à soi-même, Ouais. c'est à N+1. En fait, l'immobilisation en cours, c'est une écriture de régularisation. Donc c'est un truc qu'on passe au 31-12 pour ce qu'on appelle en comptabilité faire le cut-off, donc cutter N+1 et N. Donc forcément, si on comptabilise une immobilisation en cours, c'est qu'on est arrivé à la date de clôture d'un exercice, au 31-12, et que la livraison aura lieu après le 31-12. Donc c'est pour ça que l'activation, que ce soit par des tiers ou par soi-même, elle occure forcément en N+1. Ok, d'accord. Je prends le temps, si d'autres personnes avaient des questions, par oral ou par écrit. C'est important de comprendre ça parce que une fois que vous avez bien compris le mécanisme, derrière quand on va faire l'audit, ça va être beaucoup plus facile. Et ça, je vous avoue que il y a même des juniors 2 qui n'arrivent pas encore à bien le cerner. C'est normal s'ils n'ont pas fait de la comptabilité avant. Donc, essayez de prendre un maximum d'avance dès que vous pouvez, quoi. Avant de passer à la partie audit, est-ce que vous avez une idée de pourquoi c'est aussi important comptablement de distinguer immobilisation et charge? Quand on fait de l'audit, on doit toujours se demander où peut se situer le risque. Comment est-ce que l'entreprise pourrait nous manipuler? Donc pour vous, il est où le risque en fait entre la distinction IMO-charge? Pourquoi est-ce qu'on se prend la tête à vérifier ça? On a tendance à faire un contrôle sur l'activation des immobilisations ou de la charge parce que certaines entreprises ont tendance à manipuler leurs résultats. Pour certains qui ne veulent pas payer d'impôts, ils vont alors inclure la majeure partie des immobilisations en charge, ce qui va faire que leur résultat sera déficitaire et payer moins d'impôts. Et donc, il y aura une mauvaise appréciation des états financiers. Et donc, il faut avoir un contrôle dessus. C'est ça, ouais. C'est parce que là, tout à l'heure, on avait pris l'exemple de l'iPhone à 5 000 euros. Il y a une différence entre comptabiliser les 5 000 euros en charge, en N, 5 000 euros de charge brute, boum, qui tombe, et l'amortir sur 5 ans. Comme ça, vous allez comptabiliser 1 000 euros par année. Et ce que tu disais, c'est justement, si vous avez envie de payer moins d'impôts en N, vous pouvez décider de faire passer ça sous le tapis et de le mettre en charge. Mais ça, normalement, en tant qu'auditeur, on est censé le vérifier et on ne le laisse pas passer. Ok. Donc, on a des bonnes bases théoriques. On va pouvoir commencer à parler de l'audit. Bon, déjà, il y a des assertions. Peut-être que c'est pas forcément clair pour vous ce que c'est qu'une assertion. C'est un peu une qualité que les états financiers doivent avoir pour qu'on puisse, nous, derrière, le certifier comme il se doit. Donc, il y a différents types d'assertions qu'on retrouve un peu en audit. On va les prendre dans l'ordre. Alors, toujours avec la philosophie de vous apprendre uniquement ce qui va vous être le plus utile. Je ne vais pas tous vous les faire, je vais vous donner les 3 plus importants. Les 3-4. Existence, réalité, c'est juste vous comptabilisez des choses qui existent. Donc, quelque chose de fictif, c'est quelque chose qui a été sorti du chapeau, qui n'existe pas. Donc forcément, c'est ce qu'on va vérifier en premier lieu. La seule différence entre existence et réalité en cabinet, elle n'est pas importante, mais c'est que l'un c'est pour le PNL, donc le compte de résultat, et l'autre c'est pour le bilan. Donc existence c'est pour le bilan. Exhaustivité, toutes les opérations ont été comptabilisées. C'est particulièrement important quand vous auditez des choses que l'entreprise aurait intérêt à cacher. Je sais qu'en cours, on vous a peut-être expliqué que parfois, les boîtes ont intérêt, et c'était la remarque de Césaire aussi, à baisser leurs résultats. Quand vous travaillez dans des cabinets, souvent dans des grands cabinets, moi je parle que de ce que je connais pour le coup, c'est pas l'approche qu'on a. Parce qu'en fait, on audite des boîtes qui préfèrent présenter la meilleure situation financière possible à leurs actionnaires. Donc, les boîtes qu'on audite ont toujours tendance à vouloir faire des muscles, gonfler leurs résultats, gonfler ce qui est positif pour eux,
leurs résultats, les produits, les actifs, et puis minimiser tout ce qui est négatif. Les charges, les dettes, tout ce qui n'est pas sain pour l'entreprise, tout ce qui fait que les décideurs, les investisseurs vont pouvoir décider de « ok, je vais revendre parce que j'ai pas assez de dividendes », ils vont essayer de le minimiser. Et c'est pour ça que l'exhaustivité, c'est important pour tout ce qui est négatif, donc c'est principalement pour les dettes et les charges. Donc le reste, c'est valorisation de mesure. Donc la question que je voulais vous poser ici, c'est, maintenant que vous avez compris les principales assertions qu'on a en audit, valorisation de mesure, c'est simplement, voilà, vous l'avez compris, est-ce que c'est enregistré au bon montant? Pour vous, quelles sont les assertions les plus importantes qu'on doit garder en tête quand on audite les immobilisations au vu de ce qu'on s'est dit? N'oubliez pas la logique que je vous ai expliquée, qui est contraire à ce qu'on peut vous expliquer à l'OCAL. Ouais. Je vais donc citer l'existence. Existence, c'est ça. L'exhaustivité. Pourquoi l'exhaustivité pour toi? Dans la mesure où, si l'entreprise a acquis l'immobilisation et ne l'utilise pas, elle n'est pas en mesure de pouvoir elle n'est pas en mesure de pouvoir l'enregistrer comptablement en tant qu'immobilier de l'entreprise, vu qu'elle n'est pas dans le processus de générer des avantages économiques. Ouais, on pourrait le dire comme ça, mais c'est pas le plus pertinent, on va dire, pour l'exhaustivité, pour les immobilisations. Donc l'existence, c'est un bon point parce qu'on a dit que les immobilisations, c'est quelque chose qui est sain, qui est bien pour l'entreprise, donc elle a tendance à vouloir le gonfler. Et donc le risque, en fait, c'est que l'entreprise comptabilise des immobilisations qui soient fictives. Donc c'est pour ça que l'existence, c'est le plus important à vérifier. Le deuxième, c'est essayer de penser aux dépréciations, particulièrement aux amortissements. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Quelle assertion vous voyez bien qui soit appropriée justement pour... Sur la valorisation? C'est ça, c'est là où je voulais en venir. C'est parce que amortissement, dépréciation, il y a vraiment un sujet de valorisation avec ce que je vous ai expliqué. Quelle va être la durée d'amortissement que tu vas retenir pour ton immobilisation. Et pour les dépréciations aussi, c'est important parce que parfois, c'est difficile d'évaluer des dégâts. Vous avez eu par exemple un incendie, c'est difficile d'évaluer le dégât total de l'incendie. Et donc c'est pour ça que du coup, il faut faire attention à la valorisation sur les immobilisations. Donc voilà, les deux principaux, c'est existence, validité et valorisation mesure, principalement pour les dépréciations et les amortissements. Alors, voici enfin ce à quoi ressemble un mémo en audit financier. On fait tous nos travaux sur Excel et on a l'habitude de présenter dans les différents cabinets par lesquels je suis passé, on présente toujours les choses de cette façon. Dans un mémo, vous allez retrouver premièrement ce qu'on appelle les leads, où ça correspond simplement à l'extrait de la balance générale des comptes que vous allez auditer. Donc ici, dans la lead, on n'a que les comptes qui sont liés aux immobilisations, avec le solde N et N-1. Première chose qu'on doit faire, c'est forcément se demander quels comptes on va auditer et quels sont ceux qui sont non significatifs. Vous pouvez me rappeler quel seuil je vais utiliser pour savoir si les comptes des immobilisations individuellement sont significatifs selon vous? Ouais, seuil de planification. Donc on fait une formule où justement on va dire si le compte dépasse les 500, tout est en K euros, on audite, les 500 K euros sont significatifs, si le solde dépasse les 500 K euros, c'est significatif, et dans le cas inverse, ce n'est pas significatif. Donc quand on déroule ça, ça nous donne cette information-là. Une fois qu'on a travaillé, on a identifié nos comptes significatifs, on va commencer par effectuer nos procédures. On va avoir 3-4 procédures qu'on va faire sur les immobilisations qui vont être les procédures que vous allez retrouver dans la majorité de vos cas quand vous allez commencer un cabinet. Dans le mémo Excel,
En plus des leads, on a deux autres onglets qui sont importants. Le premier, c'est l'onglet où on va faire les travaux, on va faire les procédures, c'est ce que j'ai mis en vert, la couleur peut changer. Et le second, en vert clair, ce sont les documents qui sont envoyés par le client. Donc les documents qui proviennent de la comptabilité. Ces documents-là, on les appelle PBC, pour dire Provided by Client ou Prepared by Client. Donc envoyé par le client ou préparé par le client. Donc c'est ça qu'on retrouve dans les documents PBC. Ici, le problème avec la balle en général, c'est que c'est bien, c'est synthétique, mais c'est pas détaillé. Vous allez me dire, on pourrait regarder le grand livre pour avoir le détail des constructions. Mais oui et non, parce que le grand livre va juste vous montrer l'écriture d'acquisition, par exemple, pour une immobilisation. Mais si vous souhaitez avoir la date d'acquisition, si vous souhaitez avoir sur une seule ligne le montant de l'amortissement, combien est-ce qu'on a doté cette année, combien est-ce qu'on a repris de manière synthétique, c'est là où en comptabilité on a des états intermédiaires. Pour des comptes spécifiques, on a des états intermédiaires. Par exemple, pour les fournisseurs clients, on aura des balances auxiliaires, parce que ça apporte une meilleure information que le grand livre. Pour les immobilisations, on a ce qu'on appelle l'état des IMO, où dedans, on retrouve par compte, par ligne, on a une immobilisation, on a le compte qui correspond à l'immobilisation, et puis surtout, on a les colonnes acquisition, sortie, donc cession, mise au rebut, tout ça ce sont des sorties, et on va avoir dotation et reprise. La première procédure qu'on doit faire, c'est de s'assurer que l'état des IMO PBC cadre bien avec la comptabilité, donc avec les leads. Et c'est ce qu'on fait dans ce tableau-là. Donc comment on fait? On a les comptes, le libellé des comptes. Je vais reprendre le solde selon les leads en N-1 et en N. Et ensuite, je vais reprendre les variations, donc hausse et baisse, qu'on retrouve dans l'état des IMO, pour voir si arithmétiquement ça cadre. Donc, en audit, on aime bien laisser la trace d'audit, la piste d'audit. En fait, ce qu'on entend par là, c'est qu'il faut vous mettre à la place de quelqu'un qui découvre le dossier, qui, par exemple, votre senior ou votre manager, il doit pouvoir savoir où vous reprenez les montants. Donc, on va toujours mettre des formules, on va toujours essayer en tout cas de mettre des formules pour venir piquer les montants qu'on va venir récupérer. Donc, pour avoir le solde des leads en N-1, je vais simplement aller dans les leads, solde N-1, et je vais dérouler ça sur l'ensemble de mon tableau. Je vais faire pareil sur les leads pour le solde N, et ensuite on fera l'état des IMO. Donc maintenant, on a nos informations sur les leads. Premier compte, on voit que par exemple on passe de solde N-1 1 260 et le solde N il est à 768. Ça c'est pour le compte 205. Donc je vérifie si j'ai bien la même information ici. Donc là j'ai acquisition 0, ok, cession j'ai 492 000. Donc, je vais prendre les 492 000 de cession et je vais les mettre en sortie ici. Donc, pareil, je le divise par 1000 parce qu'on est en cas euro. Et je vérifie si arithmétiquement, le solde que j'ai calculé cadre bien avec ce qu'on a en compta. Donc, c'est ça. Et on voit que ça fait 0. Donc, c'est bien cadré. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le tableau de variation, puisqu'il nous permet de savoir quelles sont les acquisitions, les sorties, et pareil pour les dotations et les reprises. On va faire l'exemple avec les dotations et les reprises, c'est pareil. Donc on va prendre amortissement logiciel, je vais reprendre N-1. Là, je vais piquer N. Je vais vérifier dans l'état des IMO, dans le compte 205, combien j'ai de dotations au total. Et je vois qu'au total, j'ai bien 284 140, 284. Donc, les 284, ce sont des... Ah oui, j'ai 284 de dotation et 492 de reprise. Donc, pareil, je le mets aussi ici. Et du coup, on n'a pas d'écart.
Donc ça, on le fait avec des TCD, avec des recherches V. J'ai cherché une vidéo il n'y a pas longtemps sur Excel pour vous expliquer comment ça fonctionne. Mais une fois que vous aurez fait tous ces cadrages, vous allez retrouver du coup avec l'état complété, avec pas d'écart, pour l'ensemble des comptes. Et vous concluez par dire tout est satisfaisant. Donc on va passer à la suite, à la revue analytique. Donc la revue analytique, c'est quoi? C'est deux choses. Avant de commencer à tester les comptes, on pratique toujours la revue analytique qui consiste à expliquer quel est le contenu d'un compte. Donc là, ce qui fait sens pour les IMO, c'est par exemple faire le top 5, le top 10 des immobilisations. Et puis ensuite, on va aussi expliquer pourquoi ça a varié. Par exemple, là, je vois que la variation la plus significative, elle porte sur le compte de la construction. Pourquoi est-ce qu'on est passé de 1 million en N-1 à 2 millions en N? Ça, c'est le client qui va devoir nous expliquer. Donc c'est ça qu'on appelle la revue analytique, c'est expliquer le contenu et la variation dans l'ensemble de comptes. Donc c'est ce que je vais faire ici. Là, en fonction de votre cabinet, c'est toujours le cabinet qui va vous décrire avec précision la méthodologie que vous allez devoir suivre. Ça peut varier drastiquement parfois même en fonction des cabinets. Donc là, prenons l'exemple que notre cabinet nous dit qu'on doit faire un top 5 des immobilisations pour voir un peu comment ça varie. Donc là, je reprends l'état des IMO qui est ici. Je vais simplement trier sur les 5 IMO les plus importantes à la fin de l'année. Donc je vois valeur brute 3112N, je compte les 5 et du coup je les mets en évidence. Ça je l'appelle top 5 des IMO. Donc ça c'est mon top 5. Donc ensuite je vais devoir me demander quels sont les montants qui étaient présents en N-1 qui sont indiqués du coup ici en valeur brute au 1er janvier. Parce que 1er janvier N, ça correspond à N-1, 3112 N-1, c'est pareil. Et plus qu'à le reporter ici dans mon tableau, toujours en laissant des formules. Toujours là, ça reprend des formules pour laisser la trace. Pareil, je prends le solde de l'année N, 3112 N, et je prends le solde de N-1, 1er janvier N. J'oublie pas de diviser par 1000. Les euros, les dizaines d'euros, etc., ça ne nous intéresse pas, donc je divise le tout par 1000. Et donc là, on a le top 5 avec la comparaison N-1. On se rend compte de quelque chose qui est frappant, c'est que, je viens juste vers toi Axel après, c'est que par exemple pour la construction, on passe de 0 à 1,2 million, ça nous interpelle, on a besoin de savoir. Pourquoi est-ce qu'on a investi 1,2 million? C'est parce qu'on a acquis, enfin on a un nouveau siège social, on a acheté un immeuble, on a acheté un étage, d'où ça vient? Ça on ne peut pas l'inventer, c'est pas les chiffres qui vont nous le dire, c'est pour ça qu'on doit faire un entretien avec le client. Donc on va se poser en face du client, on va arriver avec notre tableau, on va lui dire, on va pas forcément lui montrer le tableau. Petite précision d'ailleurs, ne montrez jamais les seuils au client, parce que si vous montrez le seuil, si par exemple le client sait que le seuil de planification c'est 500 €, il va faire exprès de passer des erreurs à 499, parce qu'il va savoir que vous n'allez pas le regarder. Donc on ne montre jamais les seuils, simplement vous vous posez face au client, vous allez lui demander, ok, j'ai remarqué que les constructions ont augmenté de 1,2 million cette année, qu'est-ce que vous avez, dans quoi vous avez investi? Et le client va vous donner les réponses pour chacune de vos questions sur la revue analytique et vous allez devoir les formaliser justement en bas de ce tableau-là. Donc là, j'ai repris un exemple où le client nous donnait des explications. Par exemple, il nous expliquait que pour la construction, ils ont en fait acheté un immeuble au 49e étage de la Tour Montparnasse pour accueillir de nouvelles équipes, de nouveaux salariés. Et donc, il nous explique ligne par ligne la raison justement de chacune de ces variations. Dernière précision, on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on fait ça?
Parce que vous allez me dire, on n'est pas des analystes financiers, et vous avez raison. Et revenez toujours au fait que nous, on valide que les pages des états financiers que je vous ai montrés. En fait, le seul intérêt de faire ça, c'est parce que on se rend compte que parfois, quand on a des variations importantes, ça peut être le signe d'une erreur. Peut-être que par exemple, les 1,2 million, ils ont en fait, ils auraient, tu vois, genre, mal converti. Et en fait, c'était 12 000 euros, mais ils ont rajouté, enfin, c'était 120 000 euros, ils ont rajouté un zéro, ça faisait 1,2 million. C'est pour vous dire que euh, c'est pour vous dire que quand on fait la revue analytique, nous, ça nous arrive souvent en fait de remarquer que finalement, la variation qu'on a remarquée, elle s'explique justement par une erreur d'affectation comptable. Le cas le plus typique, c'est les loyers. Si par exemple, vous voyez que les loyers, 11 fois sur 12, ils sont à 500 000 euros, mais qu'en décembre, les loyers sont à 700 000 euros, c'est bizarre quand le loyer change enfin, à la fin de l'année. Souvent, c'est au début de l'année ou au milieu de l'année avec la révision des loyers. Mais c'est bizarre qu'on passe de 500 000 à 700 000 euros précisément en décembre. Ça peut être suspect. Donc c'est ça l'intérêt de la revue analytique. C'est pas pour faire de l'analyse financière. On n'est pas là pour aider le client, à maximiser son résultat. Pas du tout. On est juste là pour comprendre et pour détecter les anomalies possibles et significatives au sein des comptes. C'est juste pour savoir sur quoi tu avais appuyé pour tout diviser par 1000. Tu as sélectionné tous les chiffres, tu as appuyé sur il y a une fenêtre qui s'est ouverte, mais je n'ai pas vu. Ouais. En fait, il y a un raccourci qui s'appelle CTRL-ALT-V qui permet de faire un colis spécial. Donc ok. moi, ce que je fais pour aller plus vite, c'est quand j'ai plusieurs choses à multiplier, le colis spécial, ça va très vite. Hein. Tu peux faire plusieurs choses avec. Par exemple, tu peux coller uniquement en multipliant. Donc, tu peux faire multiplier, diviser. Et ensuite, moi, j'ai sélectionné aussi le format parce que si tu collais que la multiplication, je vais te montrer. Si tu colles que la multiplication, la division, pardon, ça te fait ça. Tu vois, ça nique un peu ta mise en forme. Alors que si tu colles que le format de la multiplication, de la division, ça te le fait, tu vois, de manière propre, quoi. Donc là, le raccourci, c'est CTRL-ALT-V. Ok, merci. Ok, donc tableau de variation, vous avez compris. Revue analytique, vous avez compris, pas de questions. Et du coup, on va commencer à attaquer le cœur du sujet, qui est justement l'inspection de documents. On va auditer concrètement toutes les variations qui sont importantes. Est-ce que quelqu'un peut un peu nous expliquer le principe comptable de l'intangibilité des comptes à l'ouverture? Je vais essayer. Ouais, vas-y. L'intangibilité des comptes à l'ouverture, c'est le fait que à la clôture de l'exercice N-1, Ouais, les soldes doivent impérativement être reportés en début de l'année N. ok. C'est exactement ça. Du coup, pour toi, Césaire, si on te demandait d'auditer cette immobilisation de 234 000 qui était déjà présente en N-1, qu'est-ce que tu aurais envie de faire? Là, en fait, on a une immobilisation qui correspond à des logiciels de 234 000. On voit que ça peut varier entre N-1 et N. Qu'est-ce que tu aurais envie de faire pour auditer ça? Alors, pour auditer ça, ce que j'aurais fait, c'est de m'assurer déjà qu'il n'y a pas eu un incident sur le logiciel, ou Ok. un placement, une mise en rebut, quelque chose comme ça. Vérifier le tableau de dépréciation pour les amortissements. Ok. Ça va se limiter à ça, mes tests. Ok. Pourquoi tu vérifierais pas du coup l'acquisition? Enfin, pourquoi tu vérifierais pas que les 234 000 euros par exemple qui ont été comptabilisés, la facture d'acquisition qui date peut-être de 1 an ou 2 ans, elle est cohérente avec ce montant-là? Parce que ça a été normalement fait en N-1. Exactement. Ça, c'est un principe qui est hyper important, c'est qu'on n'est pas censé auditer ce qui a déjà été audité. Et la particularité avec les comptes de bilan, c'est qu'il y a un report qui fait que on n'audite que la variation. Parce que tout ce qui était déjà en N-1 et qui n'a pas du tout bougé, on est déjà censé l'avoir audité les années précédentes. Donc c'est pour ça que en termes de procédure d'audit qu'on fait sur les immobilisations, majoritairement, on audite en fait tout ce qui a bougé. Donc les procédures de testing qu'on va faire ensemble, c'est vraiment tout ce qui a bougé, c'est-à-dire acquisition,
que ce soit IMO brut et en cours, les sorties, les amortissements, donc dotation et dépréciation. Dotation, dépréciation, reprise, etc. Mais on ne réaudite pas ce qui a déjà été vérifié par ailleurs. Alors j'avais une question justement là sur la valeur brute sur l'IMO qui n'a pas été modifiée. Ouais. Après, dans ce cas-là, normalement, on doit avoir un petit mémo, peut-être en fin sur notre lead N-1, logiquement, Ouais. de pourquoi ça n'a pas bougé. Parce que dans le cas où il n'y a pas de sortie, logiquement, ouais, on doit avoir un petit, comment dire, il doit y avoir une indication sur N-1 dans le cas où ça a été audité. Parce que imaginons que ça n'a pas été audité. Bon, après, je sais que En fait, logiquement, ça doit l'être, mais, Ouais. Non, t'as raison. mais si ça n'a pas été. Ouais. C'est-à-dire que quand on repart d'un mémo, en fait, on repart toujours du mémo N-1 qu'on actualise un peu en quelque sorte. Et c'est vrai que si par exemple cette acquisition elle avait eu lieu en N-1 dans le mémo et que c'était significatif, dans le Oui. mémo N-1, on aurait trouvé potentiellement un audit de ces 234 000 euros. Mhm. Maintenant, je vais te parler avec les vrais termes. On fait des seuils, on fait une sélection. C'est-à-dire que Ah oui. même si les 234 000 euros étaient significatifs, ça ne veut pas dire qu'on l'audite forcément, parce qu'on n'audite pas tout ce qui dépasse notre seuil, en fait, parce qu'on a des outils qui nous permettent de sélectionner aléatoirement des items. Par exemple, là, on doit avoir une dizaine de lignes qui sont supérieures à nos seuils, mais on ne va pas tout auditer parce qu'on doit faire une sélection un peu aléatoire. Mhm. Donc ça veut dire que ces 234 000 euros, même s'ils étaient présents en N-1 et ils ont été acquis en N-1 et qui sont dans un montant quand même relativement important, il se peut qu'en N-1 on ne les ait pas vérifiés et qu'on ne les vérifie pas non plus en N. Ok. Tout simplement, c'est un peu une logique où on se couvre quelque part, on couvre nos arrières, où on dit, bah ok, on a déjà certifié en N-1 que tout ce qui était présent était bon, donc de facto, ça fait partie de ce qu'on a certifié, donc on ne va pas le revérifier. Ok, d'accord. Bah, c'est ça selon la sélection alors. Ouais, c'est selon la sélection, et même si c'était pas présent en N-1, que c'était pas audité en N-1, on ne le réaudite pas en N parce qu'on ne refait pas ce qui a déjà été certifié, quoi. D'accord. Donc, concrètement, en audit, c'est ça, hein, c'est qu'il y a toujours deux phases quand on travaille sur un cycle. Première phase où on envoie les sélections au client. Si vous travaillez sur un dossier d'une semaine, par exemple lundi, mardi, vous allez tous vous concentrer sur réaliser les sélections des immobilisations que vous allez tester, lundi, mardi par exemple, et puis le reste de la semaine, le client va vous envoyer au compte-gouttes les documents pour que vous puissiez les tester. La sélection, sur les cycles les plus simples, c'est le junior qui le fait. Sur les cycles compliqués, ça peut être le senior. Et là, pour gagner du temps, j'ai pris un exemple où la sélection était déjà faite. Je vais juste vous montrer en quelques mots comment est-ce que on aurait pu faire la sélection. Simplement, là, ce que j'ai fait, j'ai pris une méthode où je me suis dit qu'on allait tester tout ce qui dépassait 500 000 euros. Donc c'est tout ce qui dépasse 500 000 euros, on va le vérifier. Et en particulier, les acquisitions, cessions qui dépassent, elles, 200 000 euros. Je crois que je n'ai pas forcément été clair, je vais le refaire. J'ai décidé d'auditer tous les comptes qui dépassaient 500 000 euros parce qu'ils dépassent, je vais me remettre dessus. Voilà. Donc là, on a vu qu'il y avait des comptes qui étaient significatifs, qui dépassaient 500 000 euros, qui était le seuil de planification. Et donc, ce que j'ai mis en vert ici, ce sont tous les comptes qui dépassent 500 000 euros. Et au sein des comptes qui dépassent 500 000 euros, là, on va tester toutes les immobilisations qui, elles, dépassent 200 000 euros. Donc là, c'est plus ou moins une façon de tester qu'on pourrait avoir. Dans les faits, on a aussi un test qu'on appelle random, où on fait de manière complètement aléatoire, on teste de manière aléatoire, on peut le faire avec une formule Excel, vous tapez... ouais, c'est ça... Voilà, c'est ça. Vous tapez aléatoire, par exemple, entre 1 et 50, et Excel vous donne, comme ça, un chiffre aléatoire. Dans les faits, en cabinet, on a plus des outils qui sont automatisés, qui vous permettent de faire ça de manière plus propre, mais ça peut être un exemple d'un petit cabinet qui décide de faire de l'aléatoire de cette façon-là. Et donc là, pour simplifier, on a décidé de tester 2 acquisitions. N'oubliez pas que dans les acquisitions, il y a aussi les IMO en cours qui ont augmenté. Voilà. Et on a aussi des sorties. Donc les sorties, ça peut être on vend quelque chose, une cession, on jette quelque chose, une mise au rebut. Et on a aussi, les sorties, ça peut être
une activation, donc une IMO en cours qui a baissé parce que finalement elle est passée en IMO classique. On va y aller. Premier cas, on teste les fameux 1,2 million. Le client comptabilise 1,2 million, donc on va récupérer la facture. Donc là, tout est fictif. On retrouve bien les 1,2 million en hors taxe. Donc les 1,2 million déjà, je vais les reporter dans mon tableau. Montant justificatif, je vais indiquer 1,2 million. Écart 0. À votre avis, est-ce que je m'arrête là ou est-ce que je dois tester aussi autre chose? Qu'est-ce qui est important que je devrais vérifier sur la facture selon vous, hormis le montant? La date Ok. Quelle date tu vérifierais de ton côté, Zakia? D'achat et de mise en service. Ok. La plus importante, en effet, ça va être la date de mise en service parce qu'on a dit que le fait générateur d'une immobilisation, ça restait à la mise en service. Et donc là, on voit que la mise en service est bien en N et que l'immobilisation a été comptabilisée en N. Donc ça, date de mise en service, je vais l'indiquer 1er mai N. Maintenant, Zakia, si tu veux qu'on continue, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on mutualise notre effort. J'aime bien dire qu'on audite, on est fainéant. On n'aime pas faire les choses plusieurs fois. Et on va profiter du fait qu'on teste les acquisitions pour tester aussi les dotations. Parce que quand on achète quelque chose, on doit forcément le doter pour la première fois. Donc on va aussi tester le calcul de la dotation du client. Donc là, dans l'exemple, le client, dans son état des immobilisations, il a comptabilisé 80 € de dotation pour l'année. Est-ce que tu peux me dire à l'oral comment tu ferais pour calculer cette dotation pour l'année N? Alors là, j'ai le mode d'amortissement, c'est linéaire. Ok. Donc c'est 1,2 million fois 1 divisé par 10. Donc voilà, pour avoir l'amortissement sur l'année. Donc ça correspond à l'amortissement annuel. Donc chaque année, on est censé amortir 120. Sauf que le petit problème, c'est quoi? C'est 80, son amortissement. Ouais. Et du coup, c'est quoi la formule que tu appliques après 120 du coup, pour passer de 120 à 80? Qu'est-ce qui va pas maintenant avec les 120? 120, c'est l'amortissement annuel. Et tu fais quoi après avec les 120? Ah oui, le prorata. Exactement. Parce Là, qu'on on a a acheté... l'a mis en service en mai. Ouais. Donc si on compte avec les doigts, moi je fais ça à l'ancienne. Alors non, j'ai du mal avec les doigts. Ouais, c'est mai, juin, juillet. En fait, je fais avec les doigts parce qu'on pourrait se dire, de mai à décembre, il y a 7, mais il faut compter mai aussi, donc ça fait 8. Donc mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc on a bien 8 mois sur 12 qu'on doit amortir. Donc 8 mois, donc je fais x8 divisé par 12, donc le prorata comme on l'a dit en commentaire. Et du coup, ça fait bien les 80. Ouais. Donc, nous, on va reporter dans notre montant que le montant de la dotation que le commissaire aux comptes a reperformé est bien de 80. Et du coup, pareil, on conclut toujours, il ne faut jamais oublier de conclure en audit, on conclut toujours qu'on n'a pas remarqué d'anomalie et que c'est satisfaisant. Est-ce que quelqu'un d'autre veut faire avec moi le cas des IMO, enfin de l'acquisition d'une IMO en cours? On va dire, on a une IMO en cours qui correspond à un système de climatisation. Du coup, on a la hausse d'une IMO en cours pour 832 000. Donc, première chose, je vérifie ici les différents montants. Qui veut prendre la parole pour me dire un peu ce qu'il en pense une fois que vous aurez eu le temps de lire un peu ça? Vous me dites si vous ne voyez pas bien, donc j'essaie de zoomer un peu, l'information importante elle est là. Vous me dites ce que vous en pensez. Donc, petit rappel, le montant qui a été comptabilisé, c'est 832 000 €, alors qu'ils auraient dû comptabiliser combien? 951. Ok, donc qu'est-ce que tu en penses de cette erreur? Qu'est-ce qu'on en fait du coup? On a un écart de 119 000 €. C'est un problème pour nous? Je sais plus c'est combien le seuil. Ok, donc ça ce sont les seuils. Quel seuil tu regardes ici?
Là, il me semble qu'on regarde le SRA, non? Alors, petite pause pour vous expliquer un peu rapidement les seuils. En bref, j'en ai fait une vidéo à part entière, mais en quelques mots, vous avez 3 seuils. Seuil de signification, c'est en gros, pour la faire bref, pour la faire vulgariser, si vous avez le total des erreurs qui dépassent votre SS à la fin d'un audit, vous pouvez ne pas signer. Votre signature est remise en question. Seuil de planification, c'est un seuil qui vous permet de savoir quel compte vous allez devoir auditer. Et seuil de remontée des anomalies, justement, c'est le seuil à prendre en considération quand on identifie une erreur au sein même des travaux qu'on est en train de réaliser finalement. Tu ferais quoi toi, sur place? Tu ferais rien ou tu irais plus loin pour ça? Non, je vais quand même demander une explication pour pouvoir documenter. Pas besoin. Non, Faut pas être, besoin. ouais, faut être fainéant. Faut vraiment Ok. voir les seuils comme un protecteur, quelque chose qui est là pour te sauver. Parce que Ouais. poser des questions au client alors que c'est non significatif, c'est ce qu'on appelle faire du sur-audit, et c'est ça qui fait que vous allez faire des nocturnes. Donc quand c'est Ouais. pas significatif, en fait, ce qu'il faut faire, c'est tu finis ton test, tu fais tous tes travaux là, sur les IMO, et une fois que tu as fini tes travaux sur les IMO, tu fais la somme de toutes tes erreurs, et tu vois là si la somme des erreurs sont significatives ou pas. Mais individuellement, si c'était la seule erreur qu'on avait identifiée, sincèrement, personne, personne ne regardera, ça n'intéressera personne. Euh, Si on continue avec toi, qu'est-ce que tu vérifierais d'autre à part le montant de l'immobilisation? Petit rappel, c'est une immobilisation en cours, hein. Quelle autre information te paraît importante? Faut regarder la date Ouais. de fin de travaux, ouais. Donc là, la date, qu'est-ce que tu en penses? Tu peux retourner sur l'autre tableau? Ouais. Ici, Date de mise en service. là, la date de mise en service, elle n'est pas indiquée par le client dans le tableau. On a Ok. juste le montant, 832 000 euros en IMO en cours au 31/12/N. Ok. Est-ce que pour toi, c'est cohérent d'avoir une IMO en cours au vu de la date qui est indiquée ici? Bah non. T'as dit non, c'est ça? Attends, j'essaie juste de relire. Ouais. Excuse-moi. Date de fin des travaux. Bah oui, parce que du coup, c'est la date de fin, c'est pas encore arrivé, donc on peut encore estimer que c'est en cours. Exactement. Donc pour toi, c'est légitimement une IMO en cours. C'est ça. Exactement. Donc c'est ça. Donc là, je mets 9 avril N+1. Quel est le montant de la dotation selon toi? Hum, Là, c'est c'était une bonne question question. piège. Je sais pas. Là, c'est une question piège parce que la dotation, c'est un truc qui est entre la mise en service et le 31/12/N. Donc là, vu qu'il n'y a pas de mise en service, tu peux pas avoir de dotation Ah sur les oui. IMO en cours. Ok, ok. Donc le client n'en a pas comptabilisé et en conclut un peu en disant bah c'est pas satisfaisant, mais je le mets en vert pour dire écart NS parce que c'est pas significatif. Donc en vrai, c'est satisfaisant quoi. J'ai vu une main se lever tout à l'heure. Ok. C'était la mienne. Ouais. Bonjour. Hello. J'avais une question par rapport à la dotation, justement. Ouais. Est-ce que les IMO en cours, on les dote ou il n'y a pas de dotation dessus? Non, parce que la dotation, c'est la définition. En fait, la dotation, on rappelle qu'un amortissement, c'est l'usure d'une IMO. Si l'IMO, Oui, tu n'as pas commencé à l'utiliser, elle c'est n'est pas vrai. usée. Ok, d'accord. Ok. Ok. Et là, les 80 de tout à l'heure, non, c'est pas les 80, les 850 de tout à l'heure, par rapport au montant qu'on avait, les 850, les 951, Ouais. les 832, c'est quelque chose qui ont été, c'est pris justement comme ça, ou parce que j'ai pas trop saisi où est-ce qu'ils où D'où ils ça proviennent vient? les 832. Ok. En fait, toutes ces informations-là, ça vient de l'état des IMO. D'accord, Donc en ok, fait, concrètement, c'est le client qui a comptabilisé 832 000 d'immobilisation au cours pour cette d'accord, IMO. ok, d'accord, c'est bon. Ok. Merci. Ouais. Zakia? Alors j'ai une question sur justement là, les IMO en cours. Est-ce que nous on doit auditer au niveau de l'activation de l'IMO? Est-ce qu'on doit par exemple faire attention à la date de sa mise en service? Ouais. Parce qu'après l'amortissement il va forcément Ouais. ça a forcément un impact sur l'amortissement, tu vois. Donc Ouais. est-ce qu'on doit faire attention ou c'est aussi selon les seuils En fait, l'activation d'une immobilisation, Mhm. c'est quand l'immobilisation en cours est décente, t'es d'accord?
Oui. Quand tu as une baisse d'immobilisation en cours, ça veut dire que l'immobilisation en cours, elle descend Oui. et l'immobilisation classique, elle monte. Oui. Ok, faisons-le ensemble. Là, on est en cas de sortie, donc d'activation pour le compte 231. Oui. On nous dit bâtiment de stockage. Valeur 392 000 euros selon le client. J'ouvre le justificatif. Donc ici, hop, j'enlève les indices que j'avais laissés hier. Ici, premier point que tu vérifies, 392 000 euros. Donc je le mets dans le tableau pour dire que c'est bon. Le montant en tant que tel, il est bon. Ok. Deuxième point que tu vérifies, ici, qu'est-ce qui te paraît important? La date de mise en service Ok, donc la date de mise en service, en N. elle était en N. Donc là, non, dans notre on est en N aussi, non? Là, on est en N, ouais. On est en Ok. N et le client a comptabilisé une activation Ouais, d'une en immobilisation qui était en cours septembre. historiquement. Ok. Est-ce que tu penses que, donc là je le mets date de sortie, date de mise en service du coup 9 septembre N, Oui. est-ce que tu penses que c'est une erreur ou est-ce que c'est bien une activation d'une IMO en cours? C'est une activation. Ouais, c'est une activation. Et donc ça va passer en IMO classique. Exactement, ça va de passer en IMO septembre. classique. Donc est-ce que le client il avait bien fait de comptabiliser l'immobilisation en cours? Ah oui. Une activation, est-ce qu'il a bien fait de comptabiliser une activation en N ou pas? Oui. Voilà. La deuxième question que tu m'as posée, c'est par rapport aux amortissements. Oui. Bah, il n'y a pas d'amortissement. Parce que, Ouais, sur les encours, il n'y a pas. ouais, il n'y a pas Donc il y d'amortissement aura sur un les prorata encours. à partir de septembre pour Exactement. Ouais. Ok, d'accord. Donc là, pour conclure ce test-là, pas de reprise ni de dotation, il n'y a rien. Et du coup, Ok. on n'a pas d'écart, on est satisfaisant aussi. Ok, d'accord. Ok. C'est compris. Il y avait quelqu'un qui avait levé la main aussi. Ouais, c'est encore moi. Ouais. En fait, je voulais savoir, par exemple, pour l'activation, elle dépend de la date de mise en service, c'est ça? Ouais, Tant que la date de mise en service elle n'est pas encore échue, on considère que c'est une IMO en cours. exact. D'accord, ok. IMO en Merci. cours est égal à IMO non mise en service. D'accord, ok. C'est Merci. la, si vous comprenez ça, vous avez, enfin, vous serez capable d'auditer une IMO, enfin le cycle des IMO, parce que c'est la seule difficulté qu'on a. Là, c'est Ok. simple hein, parce que je vous ai sorti des exemples simples, mais dans la vraie vie, ce qui fait qu'en fait, là, on se perd beaucoup aussi en audit, c'est la lourdeur des fichiers Excel. Vous avez des états des IMO qui sont vraiment infernaux. Vous avez des mémos qui font des dizaines d'onglets. Il y a des informations dans tous les sens. Les montants ne sont pas forcément aussi explicites. Parce que là, je vous ai mis en cas facile où tout était sur un justificatif. Parfois, le client va vous envoyer 5 PDF pour justifier un truc. C'est à vous d'aller chercher à droite et à gauche. Donc il faut toujours prendre du recul. Moi, je prends du recul toujours. Je note un peu doucement les choses. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous en sortir, quoi. Ok. Et l'avancement, est-ce que vous le testez ou pas? Parce que, par exemple, le client, il peut vous dire cet IMO-là, on a un avancement de, je ne sais pas, 60%. Ouais. Et qu'est-ce qui prouve que l'IMO elle est avancé à ce stade-là? En fait, ça dépend de la nature. Si c'est par exemple des travaux par des tiers, on va se fier à ce que nous dit le tiers. Parce que c'est pas le client qui va nous l'envoyer, donc on va se fier à ce que dit le tiers. Après, si c'est des livraisons à soi-même, à ton avis, le truc c'est que les livraisons à soi-même, elles sont faites avec les dépenses que le client a engagées pour produire la Tesla. Tu vois, toute l'année, le client engage des dépenses pour produire la Tesla et à la fin de l'année, il comptabilise toutes les dépenses qu'il a engagées dans le 722 et l'IMO en cours. Donc si on voulait vérifier qu'il a bien engagé ses dépenses, on va récupérer des factures et des bons de livraison qui proviennent du fournisseur. Ok. Donc on a toujours un moyen de vérifier si c'est fiable ou pas. Ok, c'est bon. Okay. Merci. Voilà. Donc on va finir avec une autre sortie. Donc là, on a une sortie, on ne sait pas ce que c'est, si c'est une session, une mise au rebut ou une activation. On voit que c'est un entrepôt au Havre, montant 230 000 euros. On va ouvrir le justificatif. Donc 230 000 euros pour le montant de la sortie, je le reporte. On est bon pour le total. Et ensuite, donc, amortissement cumulé, ça veut dire qu'au moment de la session, on avait 230 000 d'amortissement. Là, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que l'immobilisation, elle est amortie à 100%. On l'a acheté 230 000 euros et elle est amortie à 230 000 euros aussi. Donc en fait, à partir du moment où vous sortez de l'immobilisation,
tous les amortissements que vous avez comptabilisés n'ont plus lieu d'être. Parce qu'un amortissement, c'est lié à une IMO. Plus d'IMO, plus d'amortissement. Donc plus d'IMO, plus de reprise, etc. Donc vous devez sortir les 230 000 euros qui étaient comptabilisés en amortissement, vous devez les reprendre totalement et les annuler. Donc c'est pour ça qu'ici, dans le tableau, je vais mettre, donc date de sortie déjà, c'est donc 6 décembre de l'année N, et montant de la reprise qu'on a déterminé, c'est 230 000, et le client il avait bien comptabilisé 230 000 euros, et donc là, pas d'écart, satisfaisant aussi. Dernier cas, IMO en cours cette fois-ci, plus compliqué. Matériel de production sorti pour 291 000 euros. Donc j'ouvre le justificatif. Vous avez compris, je vérifie tout de suite le montant, 291 000 euros. Déjà, je le reporte, on est bon. Ensuite, je sais que c'est une IMO en cours, donc pas d'amortissement à vérifier. Date de mise en service, 3 janvier N+1. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une erreur parce que c'est 3 janvier. Exact, ouais. C'est en N+1 la mise en service, donc il n'y a pas lieu de comptabiliser une activation. Oui, parce que nous, on est au 31 décembre, donc c'est pas normal. Est-ce que tu reportes cette erreur-là ou pas? C'est quoi le montant? 291 000 euros. Je te remets les salles ici. Oui, quand même. Ouais. Parce que la SRA, il est à 200. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est une erreur significative. Ok. Vous avez compris la logique. On a fini le cas pratique. Le cas pratique. Est-ce que, pour finir, vous avez des questions sur ce qu'on a vu un peu aujourd'hui? Ah oui, ça a été assez clair aujourd'hui. Ok. On a vu des cas simples, mais je trouve que c'est bien pour les débutants. Ouais, merci. C'est bien pour qu'on voit les bases aussi. Ouais, c'est exactement ça. C'est une fois que vous avez compris les mécanismes globaux, vous allez pouvoir prendre du recul quand vous allez commencer. Donc, vous avez retenu l'essentiel. Tu avais une remarque, Axel, ou c'était juste pour confirmer aussi? Les deux. Donc déjà, je confirme ce qu'elle vient de dire. Mais j'avais une question aussi. Ouais. Une fois qu'on a constaté les 91 000 euros de trop par rapport au fait de remonter l'anomalie, c'est nous qui disons au client ce qu'il doit faire. Enfin, c'est quoi la suite? Ou c'est le client qui sait comment ça se passe? Ouais, il faut être habile. C'est un conseil que je peux vous donner, c'est toujours prendre des pincettes quand vous travaillez. N'allez pas vers le client sur vos grands sabots en disant écoutez, vous avez fait une erreur, messieurs, ça va pas. Dites-leur plus, envoyez un petit mail ou dites-leur ah tiens, j'ai remarqué que moi j'ai trouvé 291 000 euros alors que pas vous, etc. Et j'ai remarqué qu'il y avait ça, un écart. Vous dites juste le mot écart pour être plus prudent. Et puis le client va comprendre qu'il y a potentiellement une erreur par lui-même et va pouvoir corriger. Donc en fait, concrètement, tu envoies un mail de manière prudente, tu marches sur des œufs. Parce qu'en fait, quand tu relèves une erreur, ça fait pas plaisir. Parce qu'en fait, ça remet en question le travail d'un comptable en face de son directeur financier, par exemple. Donc forcément, il faut le faire avec parcimonie, on va dire. Donc tu lui dis ça. Ensuite, il est censé corriger son écart. Et il est censé t'envoyer un état des comptes, une balance générale version 2 corrigée. Et toi, tu vérifies que la correction a été passée. Ok, très bien. Merci. Okay. Parfait. Écoutez, dernier message pour vous dire que ce que vous avez suivi aujourd'hui, ça va être exactement le contenu qui va vous attendre dans le learning, mais en beaucoup mieux, parce qu'on aura plus de temps, parce que vous allez pouvoir faire les exercices de votre côté tranquillement et avoir la correction en Excel. Vous allez avoir des fiches à la fin de chaque section, de chaque cycle pour vous entraîner et pour vous débrouiller. Le learning, je dirais qu'il a deux intérêts. Premier intérêt, vous avez un entretien à passer en audit financier, vous voulez tout raser, impressionner le recruteur et montrer que vous connaissez l'audit alors que vous n'êtes pas censé le connaître, à lui parler des choses dont 95% des candidats ne connaissent pas, de planification, etc. Lui expliquer que vous savez comment l'utiliser, comment on le calcule. Premier intérêt, c'est ça. Second intérêt, vous n'avez jamais fait d'audit financier ou vous l'avez fait mais le senior ne vous a pas forcément pris le temps de vous expliquer. Vous voulez être carré parce que vous avez décroché un CDI ou autre. Vous ne voulez pas rater votre période d'essai. Et c'est aussi comme ça que ça va vous aider, quoi. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas je vous remets une dernière fois le lien, de cliquer sur le lien. Dans tous les cas, learning ou pas, vous avez déjà plein de contenus qui vont arriver aussi sur ma chaîne YouTube pour vous expliquer gratuitement cette fois-ci
les concepts importants de l'audit financier. C'est exactement l'ambition que j'ai avec Comptafine et je veux aller très loin et très vite avec ça. Donc pour moi, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Et puis on se dit à très vite sur YouTube, LinkedIn. Salut. Merci, au revoir. Merci. à vous. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Salut.